Bonjour à tous, il est 9h30. On va pouvoir commencer le webinaire dédié au guide recyclabilité des emballages de la beauté. Donc, je vais peut-être rappeler quelques consignes pour que le webinaire se déroule bien. Donc, vous aurez compris, il faut activer le son de votre ordinateur. Il faut désactiver le micro le temps de la présentation pour pas qu'il y ait d'interférence, s'il vous plaît. La présentation vous sera transmise à l'issue de ce webinaire. Mais petite nouveauté, si vous souhaitez la télécharger à la fin de la session, vous pourrez, il y aura un lien dans le chat qui va vous le permettre. Je crois que c'est les consignes que j'ai tout dit. Mais je vais peut-être déjà vous souhaiter la bienvenue donc, pour ce webinaire dédié au guide à la recyclabilité des emballages des produits de la beauté. Je me présente peut-être tout d'abord. Je suis Marie-Dominique Vauquelin. Je suis directrice grand compte sur les marchés non alimentaires chez Citeo, ce qui comprend bien évidemment le secteur des cosmétiques. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Géraldine Gauvin, qui est responsable de service éco-conception chez Citeo. Donc, en introduction, bonjour. Donc, on va démarrer doucement, parce qu'il est 9h31, le temps que les personnes inscrites nous rejoignent. L'introduction. Donc, je veux faire le slide d'après. Je voudrais vous dire trois choses. La première, c'est que ce travail a été mené en étroite collaboration avec la FEBA, la Fédération de la beauté. Et aujourd'hui, je tiens à remercier en particulier les entreprises du GT Économie circulaire de la FEBA qui nous ont vraiment apporté un éclairage métier, une expertise métier pour que les recommandations, les conseils, les bonnes pratiques que nous avons mis dans ce guide soit le plus en corrélation, en cohérence avec votre réalité. Sinon, quand on a élaboré ce guide, on a d'abord pensé aux PME et aux TPE. Et au final, à toutes les personnes qui souhaitent engager une démarche d'éco-conception de leurs emballages et qui souhaitent mieux comprendre quelles sont les contraintes au niveau du tri et du recyclage pour mieux les intégrer au moment de la conception et pour assurer un meilleur recyclage in fine de leurs emballages. Ce travail a été mené, je dirais, via 7 emballages emblématiques. Je devrais presque plutôt dire via 7 emballages types, parce qu'en fait, vous ne les trouverez pas en l'état sur le marché, parce que ce sont des emballages fictifs que nous avons créés et qui sont en fait, qui nous ont permis, qui sont le prétexte pour aborder des problématiques qui, elles, en revanche, sont bien réelles, que l'on peut rencontrer au moment du tri et du recyclage. Ce sont des problématiques, bien évidemment, que l'on rencontre, qui concernent en particulier les produits, les emballages des produits cosmétiques. Je crois que je vous ai dit ce que je souhaitais pour cette introduction. Je vais passer la parole à Géraldine et je vous retrouve après la présentation au moment des échanges. On va consacrer un bon moment à ces échanges. N'hésitez pas, voilà, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions à poser, posez-les via le chatter, s'il vous plaît, et tout au long de la présentation, et on y répondra à la fin. Voilà, à toi, Géraldine. Merci Marie-Dominique. Donc oui, juste en complément par rapport à l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui, vous avez donc normalement sur la partie droite de votre écran une interface GoToMeeting. Et donc vous pouvez écrire vos questions pendant ma présentation dans cette partie pour faciliter l'entente de tous et puis la bonne compréhension de tous. Évidemment, il y aura un temps d'échange à la fin. L'idée là, c'est de vous présenter en 1 heure le guide, ou plutôt en 1 demi-heure. On va passer assez vite. Hein. L'idée, c'est pas de vous lire le guide, mais bien de pouvoir répondre à vos interrogations et à vous présenter les grands concepts. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se connecter avec une webcam. Donc, je vais essayer de l'éteindre. Donc, pour rappel aussi, je vais mettre une petite piqûre de rappel. Merci de bien couper vos micros et vos webcams. Et donc, les questions sur le chat. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour entrer dans le vif du sujet, l'objectif de ce guide, qu'est-ce que c'est? L'objectif de ce webinaire, du coup, qui transpose finalement les semaines de travail qu'on a passées sur le guide.
comme le disait Marie-Dominique, c'est bien de vous familiariser avec les enjeux du tri du recyclage. Nous, on va vraiment vous présenter les problématiques qu'il peut y avoir sur une chaîne de tri ou une chaîne de recyclage. L'idée, c'est de vous donner des petits réflexes pour que lorsque vous développez vos packaging, avec vos contraintes qui sont les vôtres, et ça, vous les connaissez mieux que moi, que vous puissiez vous dire, tiens, est-ce que ça a un impact sur le tri et le recyclage? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour les intégrer les contraintes du tri et du recyclage dans le développement de mon packaging? Donc, c'est vraiment avoir des clés pour bien comprendre ce qui se passe et voir s'il y a un problème sur l'étape de tri, sur l'étape du recyclage, et ce qu'il faut faire pour les éradiquer. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'orienter vos futurs développements packaging. Il n'y aura pas forcément de solution à toutes vos problématiques, hein. Parfois, vous avez des besoins métiers qui sont propres à votre entreprise. Vous aimeriez avoir un emballage recyclable, et si on reste à périmètre égal, malheureusement, on ne sera pas forcément sur quelque chose de compatible au recyclage. Donc, nous, on va vous dire ce qu'il faudrait faire pour avoir un emballage recyclable. Après, à vous de voir si ça peut répondre à vos contraintes métiers ou s'il faut peut-être challenger votre cahier des charges. Ça, ce sera vraiment de votre côté. Et donc, à la fin de ce webinaire, on vous rappellera les différents outils qui existent pour vous accompagner dans une démarche d'éco-conception, puisque finalement, ce webinaire, c'est simplement une première étape de sensibilisation. Et vous pourrez ensuite continuer la longue route de l'éco-conception avec les différents outils qu'on vous aura mis à disposition. Alors, j'entends un micro. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, pour faciliter la présentation des webinaires? Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, donc la construction du guide, comment il est bâti. Vous avez une première partie dans le guide qui va être tout ce qui est schéma de tri, de recyclage des emballages. Et puis ensuite, on a fait des fiches thématiques. Donc, comme le disait Marie-Dominique, hein, ce sont des cas d'emballage qui nous ont servi de prétexte pour faire un diagnostic recyclabilité. Donc, c'est des emballages qu'on a bien chargés sur des problématiques recyclabilité. Souvent, un emballage n'a pas autant de sujets. Là, on a mis plusieurs problématiques recyclabilité sur un emballage. Et donc, c'est vraiment pour illustrer notre propos et pour vous montrer ce qui peut poser problème lors des étapes de tri et de recyclage. Donc, chaque fiche est constituée de la même façon, hein. En amont, vous avez le schéma, la composition de l'emballage et du coup, quelles sont les problématiques associées à cet emballage. Donc, c'est les lignes qui sont en rose. Là, par exemple, on a donc une palette de maquillage en ABS. On va vous dire, bah voilà, qu'est-ce qui pose problème dans cette palette de maquillage. Donc, ce sont les lignes en rose. Et ensuite, dessous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un emballage recyclable. Alors, il y a des bruits parasites. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui souhaite participer ou qui n'entend pas bien. Donc, merci de couper vos micros et n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat, s'il vous plaît. Hop. Donc, je pense que vous avez compris le principe du guide. Je vais passer directement à la suite. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les problématiques du recyclage, peut-être vous rappeler qu'est-ce que c'est d'abord un emballage recyclable. Donc, un emballage, il est dit recyclable s'il peut être collecté. En France aujourd'hui, petit rappel pour ceux qui n'ont pas le point en tête, il y a deux consignes de tri qui cohabitent. Une consigne de tri qu'on va dire nationale, donc pour qui le consommateur peut trier tout ce qui est emballage en papier carton, tous les emballages en métal, donc acier, alu, les briques, et pour les plastiques, uniquement les bouteilles et les flacons. Cette consigne, c'est la consigne qui est encore majoritaire, et on est en train de revoir ces consignes-là et de demander aux consommateurs de tout mettre dans le bac de tri. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à terme, un consommateur pourra mettre tous ses emballages en bac de tri, et donc tous les autres emballages en plastique qui ne sont pas des bouteilles et pas des flacons, qui n'étaient pas triés avant et qui, à présent, vont être triés. Ça ne veut pas dire que tous les emballages seront triés une fois qu'ils seront recyclés. C'est en centre de tri. On va sélectionner ce qu'on sait recycler de ce qu'on ne sait pas recycler. Donc, première étape déjà, avoir la possibilité de trier l'emballage. Donc ça, ce sera généralisé d'ici les années prochaines. Donc à terme, ce ne sera plus une question. Tous les emballages pourront être collectés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une fois que les emballages sont collectés, ils arrivent en centre de tri. Donc là, on n'est pas sur une étape de recyclage, hein. C'est bien du tri. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trier les emballages par matériaux.
L'idée, donc, c'est que vous avez les emballages qui arrivent en masse dans le centre de tri. Ils vont passer un certain nombre d'étapes qu'on va voir tout à l'heure. Et on va séparer les emballages par matériaux. On va mettre d'un côté tous les emballages en papier carton, tous les emballages en PET, tous les emballages en acier, etc., etc. Donc, pour qu'un emballage soit recyclable, il faut aussi qu'il fasse toutes les étapes de tri et que, grosso modo, sa composition lui permette d'être bien orienté dans le centre de tri. Si je vais passer cette étape-là et que j'arrive à l'étape de la mise en balle, si je suis en emballage, je suis envoyée chez un recycleur. Donc, il y a un recycleur par typologie de matériaux. Il y a des recycleurs de verre, il y a des recycleurs de plastique, il y a des recycleurs de papier carton. Et donc, pour être recyclable et arriver chez un recycleur, évidemment, il faut être dans une filière de recyclage, mais ce n'est pas la seule condition. Non seulement il faut avoir une filière de recyclage, en gros, le matériau majoritaire de mon emballage dispose d'une filière de recyclage, peut être recyclé, mais l'autre point qu'on n'a pas forcément en tête, c'est les éléments qui sont associés à l'emballage, par exemple une étiquette, un bouchon, un colorant. Est-ce que ces éléments-là sont compatibles au recyclage de la matière première? Donc ça, ce sont deux questions à se poser. Donc voilà les conditions aujourd'hui pour être recyclable en France. Si on passe par l'étape de tri qui était la première condition pour être recyclable. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe en centre de tri? Donc, comme je le disais tout à l'heure, vos emballages arrivent en mélange en centre de tri. Ils ont été collectés, grosso modo, c'est votre poubelle de tri fois des milliers en termes d'ordre d'idée. Donc tout ça arrive en mélange. On va injecter les emballages sur une trémie d'alimentation et les emballages vont commencer leur parcours. Alors qu'est-ce qui va se passer d'abord? Il va y avoir une première séparation, plusieurs séparations. Il va d'abord y avoir un tri par taille où on va enlever vraiment les tout petits éléments et les éléments très gros. Et on va aussi, à cette étape-là, séparer les corps plats de ce qu'on appelle les corps creux. Alors, derrière ce mot corps plat et corps creux, qu'est-ce qu'il y a? Les corps plats, c'est plutôt les papiers cartons, qui sont souvent des cartonnettes et qui du coup sont des emballages qui sont plats, versus les autres emballages qui vont être essentiellement toutes les bouteilles, tous les flacons, les canettes, les boîtes de conserve, les briques, qui eux sont creux, donc qui ont vocation à contenir quelque chose, et qui ont plutôt tendance à rebondir, donc qui ne vont pas avoir le même comportement en centre de tri. Donc ça, c'est une façon de séparer les éléments en centre de tri en fonction de leur propriété, grosso modo, s'ils rebondissent ou pas. Je simplifie volontiers, mais c'est pour que vous ayez l'ordre d'idée. Donc, une fois qu'on a fait cette première séparation, finalement, avec d'un côté les emballages en papier carton, de l'autre côté les autres emballages, on va ensuite faire un captage des emballages en métaux. En métal, donc soit via des courants de Foucault, soit des aimants en fonction des matériaux, si c'est de l'acier ou de l'aluminium. Donc ça va être une autre séparation qui nous permet de capter tous les emballages en métal. Ensuite, on va avoir des étapes de tri optique. Alors, il y a plusieurs tri optiques, il n'y en a pas un seul, et ces tri optiques-là permettent de séparer à nouveau les emballages en fonction de leur composition. Donc, c'est un rayon infrarouge qui va venir lire la nature de l'emballage, par exemple la résine pour un plastique, et qui va dire celui-ci c'est du PET, donc je l'éjecte, je l'envoie vers le tapis de PET. Celui-ci par contre c'est du PE, donc je l'éjecte vers le tapis du PE. Ou alors c'est pas du PE, c'est pas du PET, en fait c'est rien du tout, ou en tout cas c'est un indésirable, donc je l'éjecte et je l'envoie vers les refus. Une fois qu'on aura séparé tous les flux d'emballage, donc soit avec les trieurs de métal, donc les éléments de captage, courant de Foucault ou aimant, soit avec les tri optiques, donc avec un rayon infrarouge, on va avoir un dernier tri manuel. En fait, les emballages, ils auront déjà été bien regroupés par matériaux. Et à la fin, pour s'assurer vraiment qu'on n'a pas d'indésirable ou qu'il n'y a pas eu d'erreur de tri, il y a des opérateurs qui, à la main, vont enlever, dans le flux qui passe devant eux, les emballages qui n'auront pas été bien orientés. Par exemple, je suis un opérateur et devant moi, j'ai un tapis de PET. Je vois un emballage en métal, en papier carton. C'est un indésirable, j'enlève à la main, soit je l'envoie vers les refus, soit je le remets dans la boucle de tri pour être trié à nouveau. Et une fois qu'on a fait ça, normalement, on est à un niveau pas trop mauvais de pureté de l'emballage. Donc, on va mettre les emballages en balles. Donc, on va faire des paquets d'emballage. Comme je le disais tout à l'heure, des paquets d'emballage en PET, des paquets d'emballage en aluminium, en acier, etc., etc. Je vais être un petit peu pénible encore. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros?
vous plaît, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait l'étape de mise en balle, c'est terminé pour l'étape de tri et on va passer sur l'étape de recyclage que je vous présenterai tout à l'heure. Pour les problématiques de tri, il y en a plusieurs. On les a détaillées dans le guide. Les étapes qu'on a détaillées, ou en tout cas les cas d'emballage qui est problématique, on a mis plusieurs. C'est le fait de ne pas pouvoir être détecté par le tri optique. Donc, l'utilisation d'un colorant qui empêche la détection via le tri optique. Ou alors, au contraire, le fait d'avoir une étiquette ou un sleeve très couvrant qui va empêcher la bonne lecture de l'emballage, de la résine de l'emballage quand on est sur du plastique en centre de tri. Je vais également vous rappeler qu'il y a certains emballages qui vont s'arrêter en centre de tri. C'est tous les emballages qui ne vont pas de filière de recyclage, qu'on ne pourra pas orienter chez un recycleur. Donc, la route s'arrête ici et on les enverra vers les refus. Mais ça, je vais le détailler tout à l'heure. Donc, première problématique, la problématique des emballages en plastique sombre non détectable. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez un emballage en plastique qui est sombre. Pas forcément un emballage noir, ça va être un emballage de couleur très foncée. Un bleu marine, un violet très foncé peuvent être concernés par la problématique. Donc, ce n'est pas le fait d'être noir qui gêne la détection de l'emballage, c'est le fait d'utiliser un certain type de colorant. Ce sont les colorants à base de noir de carbone. Concrètement, qu'est-ce qui se passe si vous avez un emballage de couleur très sombre qui utilise un pigment colorant à base de noir de carbone? Eh bien, votre emballage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va passer sous le tri optique. Et là, le tri optique va lui envoyer un rayon infrarouge, et c'est le rayon infrarouge qui va permettre de définir la résine de l'emballage. Donc, il y a un rayon infrarouge qui est envoyé sur l'emballage, et en retour, la machine reçoit un rayon complémentaire qui va lui dire bah, c'est du PET, ou c'est pas du PET, ou c'est du PE, c'est du PP, ou c'est autre chose. Quand vous avez un emballage qui a un colorant sombre à base de noir de carbone, malheureusement, le tri optique ne va pas être en mesure de connaître la résine de l'emballage. En fait, l'emballage qui va passer sous le tri optique va être complètement invisible et du coup ne va pas pouvoir être orienté vers sa filière. Donc malheureusement, vous aurez beau avoir un emballage plastique en PP, en PET ou en PE, le fait d'avoir un colorant sombre va empêcher l'emballage d'être détecté en centre de tri et l'emballage ne sera pas recyclable. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un emballage recyclable ou en tout cas qui va passer l'étape de tri pour potentiellement être recyclé chez un recycleur? Eh bien déjà, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un emballage sombre? Si la réponse est non, eh bien, on peut alors baser sur un emballage transparent ou translucide. Ça peut être une solution, ça, elle vous appartient si c'est quelque chose qui est envisageable pour vous. Si le fait d'avoir un emballage sombre n'est pas négociable, c'est mon code de marché, c'est comme ça, c'est la couleur de ma marque, que sais-je, eh bien, vous avez des alternatives. Vous pouvez continuer à utiliser un emballage sombre, un emballage bleu marine, noir, etc., mais du coup, en utilisant un colorant qui est détectable en centre de tri et qui donc va pouvoir passer l'étape du tri optique et du rayon infrarouge. Je ne vais pas vous lister aujourd'hui la liste des colorants qui est détectable, mais nous avons une page dédiée sur le site de Citeo qui retrace en fait toute la problématique des emballages sombres à base de noir de carbone. Donc pourquoi est-ce que c'est problématique? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Quel était le plan d'action? Et puis récemment, on a ajouté la liste des solutions colorantes qui ont été validées dans le cadre d'un protocole du COTREP, le comité de recyclabilité des emballages en plastique. Donc, il y a des solutions colorantes qui ont été validées. Et donc, si vous utilisez les solutions mentionnées dans la liste de solutions colorantes, votre emballage pourra bien être détecté en centre de tri. Donc, je vous laisserai, pour ceux que ça intéresse, regarder la page dédiée qui est indiquée sur votre écran. Donc, voilà pour la problématique des emballages sombres. En résumé, ce n'est pas la couleur qui pose problème, c'est vraiment le fait d'utiliser certains colorants qui aujourd'hui sont les colorants majoritaires du marché. Il existe des solutions pour avoir un emballage détectable. Autre point, c'est une problématique qui est commune à tous les emballages sombres. On a pris l'exemple d'une bouteille en PP, mais c'est aussi le cas pour un emballage en PE ou en PET. À partir du moment où on a un emballage en plastique, on va être concerné par cette problématique.
Voilà, maintenant j'en ai fini sur la problématique des emballages en plastique qui sont non détectables. Autre problématique, le fait d'avoir une étiquette très couvrante, offensive, qui là encore peut empêcher la détection de l'emballage en centre de tri. Donc, déjà expliqué tout à l'heure comment ça se passe pour savoir comment orienter l'emballage en centre de tri. Vous avez la fameuse épicerie optique, on envoie le rayon rouge et en retour, quand le rayon rouge se pose sur l'emballage, on va avoir un retour à la ligne qui va nous dire c'est un emballage de telle matière, il faut l'éjecter à tel endroit. La difficulté, c'est que lorsque vous avez un emballage qui a une étiquette très couvrante, une étiquette très épaisse aussi, ou même un sleeve, donc un sleeve qui est un manchon, donc un élément d'emballage qui vient recouvrir intégralement une bouteille, et bien malheureusement, la détection de l'emballage risque d'être compromise. Donc, malheureusement, si vous avez un emballage en PET, une bouteille en PET par exemple, en dessous de votre emballage, et que vous lui mettez un sleeve en PETG ou un sleeve en PE, peu importe, il y a une chance que l'emballage ne soit pas correctement détecté, qu'on lise la résine du sleeve et pas la résine de l'emballage qu'il y a en dessous et qui est la résine qui va définir la filière de recyclage de l'emballage. Donc l'emballage ne sera pas orienté vers la bonne filière et ne sera pas recyclé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr que son emballage soit bien orienté vers la bonne filière de recyclage? Alors la première des actions à faire, c'est vraiment de réduire le taux de couverture de l'étiquette et du sleeve. Grosso modo, si vous êtes sur des étiquettes qui couvrent moins de 50% de l'emballage pour les petits formats, ou alors moins de 70% de l'emballage pour les grands formats, donc pour les emballages qui ont une contenance supérieure à 500 ml, votre emballage a de bonnes chances d'être correctement orienté, parce qu'il y aura suffisamment de matière visible sur l'emballage pour qu'on se dise, bah tiens, oui, il y a un manchon, une étiquette par-dessus, mais autour, je vois bien que c'est une autre matière et que ce sera suffisant pour envoyer l'emballage en centre de tri. Donc la première des actions, c'est vraiment de réduire au maximum le taux de couverture de l'étiquette et du sleeve. Chez Cipeo, on travaille en ce moment, et on travaille depuis pas mal de temps sur la problématique du sleeve et comment la rendre compatible, ou comment rendre une bouteille compatible slivée au recyclage. Il y a encore des travaux en cours, il n'y a pas de solution miracle, on va dire. Il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de trier correctement l'emballage, mais qui peuvent toujours être un peu compliquées au niveau du recyclage. Il y a des emballages qui vont être bloquants pour l'étape de tri, mais qui vont fonctionner chez le recycleur. Alors, il y avait une question sur le fait d'avoir un sleeve détachable. Alors, effectivement, le fait d'avoir un sleeve détachable, est-ce que ça peut régler le problème ou pas? Alors, ça peut régler le problème en partie. Si votre consommateur l'enlève, bon, bah, c'est tant mieux, mais en fait, on sait que l'intégralité des consommateurs ne le fera pas. Donc, il y a une chance pour que votre sleeve reste sur la bouteille. Donc, c'est ces cas-là qu'on va essayer de traiter via l'éco-conception. Si vous avez des sleeves détachables, ça fait partie des pistes qui sont en train d'être étudiées. Le fait de se dire, bah, si je performe mon sleeve à certains endroits, peut-être qu'il peut se détacher pendant le processus de tri, en fait, et ça peut être une part de la solution. J'ai vu rapidement une autre question aussi sur le fait d'avoir un manchon PET sur une bouteille en PET. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les manchons en PET, c'est rarement des manchons PET. En fait, c'est jamais des manchons PET, ce sont des manchons en PETG. Et les manchons PETG, en fait, sont des perturbateurs du recyclage pour les bouteilles en PET. Donc, malheureusement, même si ça a le même nom et si ça a l'air d'être compatible, la réalité est un petit peu plus compliquée. Et du coup, pour l'étape de recyclage, là, ça va être gênant et on va venir perturber le flux de recyclage du flacon en PET. Pour répondre rapidement à la petite question qui m'a été posée, que j'ai vu apparaître en pop-up, on pourra en discuter tout à l'heure sans souci. Grosso modo, la question qui va suivre, ça va être de dire, du coup, qu'est-ce que je choisis comme sleeve ou comme étiquette, quelle matière
En fait, ça va vraiment dépendre du matériau de l'emballage, du corps de l'emballage. Si vous êtes sur une bouteille PP ou un flacon PP ou un pot PP, que sais-je, vous n'allez pas forcément avoir la même règle que si vous êtes sur un emballage d'un autre matériau. Donc, ça va vraiment dépendre de la composition du corps de l'emballage. En tout cas, voilà, une des solutions, ça va vraiment être déjà de faire en sorte de réduire au maximum pour permettre la détection, puisque là, on est sur la partie difficulté à détecter des emballages en centre de tri. Autre question, enfin autre problématique pour l'étape de tri, le fait de ne pas avoir de filière de recyclage. Alors là, j'ai volontairement mis ces cas d'emballage dans la partie tri, simplement pour matérialiser le fait que le parcours de ces emballages s'arrête à l'étape de tri. C'est une problématique qui est à cheval, hein. On pourrait très bien considérer que c'est une problématique de recyclage, puisque les emballages n'ont pas de filière de recyclage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de filière de recyclage? Eh bien, aujourd'hui, pour recycler un emballage, il faut avoir une filière de recyclage, donc grosso modo un recycleur qui va être en capacité de récupérer la matière, la transformer et en refaire quelque chose derrière. Et donc, les filières de recyclage des emballages aujourd'hui, ce sont des filières de l'acier, de l'aluminium, du papier carton, de la brique. Et pour le plastique, donc le PET, le PP, le PE rigide, et pour le souple, le PE uniquement. Vous avez aussi une autre filière de recyclage, c'est la filière de recyclage du verre, que j'ai mis volontairement un petit peu en dessous. Alors, c'est pas du tout une catégorisation du plus vertueux au moins vertueux, hein, c'est pas du tout pour ça. C'est juste pour matérialiser que le fait aujourd'hui que les emballages en verre ne passent pas par le centre de tri, mais sont envoyés directement en centre de traitement. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes mécanismes, mais par contre, on peut bien être recyclé quand on est en verre, évidemment. Donc là, les problématiques qui ont été vues dans le guide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la palette de maquillage en ABS. Donc on a arbitrairement pris le matériau ABS, mais finalement, si vous êtes un emballage en plastique dont le corps, dont le matériau majoritaire n'est pas le PP, n'est pas le PE, n'est pas le PET, donc ici l'ABS, malheureusement, vous n'aurez pas votre place dans une filière de recyclage et votre parcours va s'arrêter en centre de tri. Vous allez être envoyé en refus et donc vous allez être valorisé énergétiquement, au mieux enfoui au pied. Si on est sur un autre cas de figure, toujours un emballage en plastique qui n'a pas de filière de recyclage, parce qu'un emballage multirésine, par exemple, un emballage en PET-PE. Alors là, on pourrait se dire, super, il y a une filière de recyclage pour le PET, il y a une filière de recyclage pour le PE. Si je mets les deux ensemble, pas de souci, ça va marcher aussi. Eh bien non, c'est un petit peu plus compliqué. Alors déjà, pourquoi? Parce qu'on est sur des emballages souples. Et les emballages souples, il y a une seule filière de recyclage, c'est le PE. Et malheureusement, même si on était sur du rigide, le fait d'avoir deux résines entre elles ne permet pas à l'emballage d'être recyclé. On sait recycler le PET tout seul, on sait recycler le PP tout seul, on sait recycler le PE tout seul rigide, on sait recycler le PE souple tout seul. Malheureusement, quand on fait des mélanges de matériaux, là, ce n'est plus possible. Donc, dans le cas de cet emballage, un emballage qu'on appelle complexe, multirésine, on ne pourra pas l'envoyer vers une filière de recyclage. Sa route va aussi s'arrêter en centre de tri. Et donc, c'est aussi un emballage qui, malheureusement, sera orienté vers les refus et ne sera pas recyclé. Enfin, autre cas, donc là, on n'est plus sur des emballages en plastique, mais il y a un autre cas qui est un emballage en verre non pseudocalcique. Donc, parfois, ce sont des verres borosilicates, des verres techniques, des verres avec du cristal. Il y a plusieurs types de verres qui peuvent exister. Souvent, quand ce sont des verres de laboratoire ou des petits verres qui permettent de faire des ampoules, par exemple, de produits cosmétiques notamment, malheureusement, on n'est pas sur du verre qu'on dit pseudocalcique. Donc, le verre, en fait, finalement, de 99% des emballages. Donc, du coup, ces emballages-là, on a l'impression qu'ils sont en verre et qu'il n'y a pas de souci, mais non, on n'est pas tout à fait sur la même typologie de verre. Donc, ce sont des emballages qui ne vont pas pouvoir être recyclés et qui vont aussi être éliminés. Alors, on va dire un petit peu avant le recyclage, pas dans le centre de tri,
puisque le verre ne passe pas par l'étape de tri. Vous savez, le verre est collecté directement via un conteneur et est envoyé vers un centre de traitement. Mais on est dans la même logique. Malheureusement, ce sont des emballages qui ne pourront pas être recyclés. De manière générale, si vous avez ces emballages-là et que vous vous dites, bon, bah, je suis bien embêtée, on m'a dit qu'il n'y avait pas de filière de recyclage, qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon emballage soit recyclable? Bon, bah, la première étape, malheureusement, ou en tout cas, c'est la chose qu'il y a à faire si on veut avoir un emballage recyclable, c'est de choisir un matériau qui dispose d'une filière de recyclage. Donc, soit un emballage en acier, soit un emballage en aluminium, en papier carton, en briques, qui dispose ici d'une filière, même si dans le secteur cosmétique, je ne crois pas qu'on ait déjà eu des emballages en briques. Ou sinon, si on est sur du plastique, un emballage en PET, PP, PE, ou un emballage souple en PE. Ou sinon, évidemment, un emballage en verre pseudo-capsule. Si on n'est pas sur ces filières de recyclage, malheureusement, aucune chance pour que l'emballage soit recyclé derrière. Donc ça, c'est la première des conditions pour pouvoir être recyclé, choisir un matériau disposant d'une filière de recyclage et ensuite faire en sorte que tous les éléments qui sont associés à l'emballage, donc par exemple dans le cadre de la palette de maquillage, on a des godets en aluminium qui sont insérés dans la palette, et bien faire en sorte que ces godets soient compatibles au recyclage de l'emballage du matériau choisi. Donc par exemple, si on est sur un emballage en plastique, malheureusement, des godets en aluminium ne seront pas compatibles au recyclage. Donc voilà pour cette étape centre de tri, pour vous présenter quelques problématiques qu'on a évoquées dans le guide. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. L'idée, c'était vraiment de vous présenter ça rapidement et puis ensuite d'en discuter lors de notre temps d'échange. J'avance un petit peu rapidement parce que je vois qu'il est déjà 10 heures. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour l'étape de tri, si j'ai passé l'étape de tri et que j'ai été mis en belle, je vais être envoyée chez des recycleurs. Donc, les emballages, ils sont regroupés par matériaux et les balles de papier carton vont être envoyées chez un recycleur de papier carton, les balles de PET vont être envoyées chez un recycleur de PET, etc., etc. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, être recyclable, c'est disposer d'une filière et s'assurer qu'aucun composant de l'emballage ne vienne perturber le recyclage. Je pense que vous l'avez compris, je ne vais pas plus me répéter. Alors, les étapes de recyclage, donc il va y avoir des processus de recyclage différents par matériau. On n'est pas sur le même processus de recyclage quand on est du papier carton, du plastique, de l'acier, etc., etc. Pour le papier carton, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Votre emballage en papier carton arrive chez le recycleur de papier carton. Tout ce qui est fibreux, donc de la fibre de papier carton, va être recyclé. Si vous avez une petite couche de pelliculage plastique, si vous avez une petite couche d'aluminium, que sais-je, ça, ce sont des éléments qui sont éliminés lors du processus du recyclage du papier carton et du coup, qui ne vont pas perturber le recyclage. On va juste les éliminer et on va garder la partie fibreuse et on va refaire du papier carton avec cette partie. Sur le plastique, c'est un peu différent. Et donc, on va revoir ce processus en détail qui est un petit peu plus spécifique. Alors, quand on parle du recyclage du plastique, là encore, on fait quand même une généralité, puisqu'il n'y a pas un processus de recyclage du plastique. Il va y avoir des spécificités pour chaque résine, qu'on soit sur du PET, du PP ou du PE, ou alors même du PE souple, où on va être encore différent, mais c'est pour vous illustrer les grandes étapes. Donc, si on arrive chez un recycleur de plastique, on va avoir donc, une balle d'emballage en plastique. Les emballages on va encore affiner la pureté de l'emballage. Vraiment, on va faire en sorte d'éliminer tous les irritants, tous les emballages qui vont nous poser problème lors du recyclage, ou plutôt les éléments d'emballage. Donc, on va refaire du tri optique. Donc, on va réutiliser de l'infrarouge pour identifier ce qui ne va pas. On va recapter les métaux avec des courants de Foucault ou des aimants pour encore essayer d'enlever au maximum des éléments indésirables s'il en reste encore un petit peu. Et donc là, on verra en quoi finalement un emballage en métal ou un emballage en plastique avec un applicateur en métal ou un emballage en plastique avec, par exemple, une pompe avec un ressort en métal peut être problématique pour le recyclage pour cette première étape, mais finalement tout au long du processus.
Une fois qu'on a eu ça, les emballages vont être broyés. Donc là, on ne va plus être à l'échelle de l'emballage, mais on va en faire des petites paillettes. Une fois qu'on aura ces paillettes, elles vont être lavées. Et ensuite, on va les mettre dans un bain pour les faire flotter. L'idée, en fait, c'est que si vous avez des paillettes sur un même emballage de résines différentes, par exemple, j'ai une bouteille en PET avec un bouchon en PP et je broie mon emballage, eh bien, mes paillettes de PET vont couler, alors que mes paillettes de PP vont flotter parce qu'on est sur des résines différentes qui ne vont pas avoir le même comportement. Et le fait de les faire flotter, s'il y en a qui coulent, s'il y en a qui flottent, ça va me permettre de séparer les différentes résines entre elles et donc de correctement les recycler. Une fois qu'on a eu cette étape à nouveau d'affinage, on va refaire du tri optique sur paillettes. Donc vraiment, s'il reste des indésirables, on va tout faire pour les éliminer à ce moment-là. Et donc, on va re-affiner, on va remettre du tri optique pour identifier les derniers indésirables. Une fois qu'on arrive à ce moment-là, on va pouvoir refaire du plastique et donc refaire un emballage ensuite ou d'ailleurs pas forcément un emballage, un autre produit en plastique. Si je passe un petit peu plus en détail sur les éléments en métal, pourquoi ils posent problème dans le processus du recyclage du plastique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment des indésirables et qu'on va tout faire pour éliminer la présence d'emballage en métal dans le processus de recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que oui, si j'ai un élément plastique en métal, pardon, sur un emballage en plastique, on va très certainement être en mesure de le gérer dans le processus de recyclage, mais à quel prix? Bon, au prix d'éliminer aussi beaucoup de plastique qu'on n'aurait pu recycler. Donc malheureusement, on va perdre beaucoup de matière. Alors, les éléments que vous avez sous les yeux, là, c'est issu d'un avis Cotrep. Je pourrais vous mettre la référence si vous souhaitez creuser. Mais dans l'idée, c'est que quand vous avez du tri optique en entrée de recycleurs et que du coup, le tri optique identifie un emballage en métal, donc il va regarder l'emballage, voir qu'il y a du métal, dire « Ok, lui, il faut que je souffle, il faut vraiment que je l'élimine de mon processus. » Eh bien, non seulement il va éliminer l'emballage en métal, mais il risque aussi d'éliminer les emballages autour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tri optique, ça envoie un message à une buse d'air comprimé. Donc, la buse d'air comprimé va souffler, va envoyer un courant d'air pour enlever l'emballage, mais il y a des chances pour qu'elle enlève aussi des emballages à côté ou des petits éléments d'emballage. Donc, du coup, ok, on va enlever l'élément en métal, mais on risque aussi d'enlever beaucoup d'éléments à côté. Pareil, si on continue les étapes et si on est sur du tri optique sur paillettes, il suffit que vous ayez une toute petite paillette de métal pour que, oui, elle soit soufflée, mais qu'autour, on souffle aussi toutes les paillettes de plastique. Et donc, en termes d'ordre d'idée, c'est conséquent. Hein. Pour une paillette détectée, vous avez 1000 paillettes éjectées. Donc, une paillette en métal et 999 autres de plastique qui auraient pu être recyclées. Et si à la fin, il reste encore des indésirables, s'il reste encore un petit peu de métal, malheureusement qu'on n'aura pas réussi à enlever au moment du process, eh bien, on va vraiment avoir une matière recyclée de mauvaise qualité. Si vous voulez acheter de la matière recyclée pour remettre dans vos emballages, vous serez bien embêtés si jamais il y avait des trous dedans parce qu'il y avait des petits bouts de métal justement qui n'ont pas pu être enlevés. Donc vraiment, on est dans une logique de s'en débarrasser à tout prix. Et la façon la plus facile pour éliminer finalement tous les éléments en métal, c'est d'y penser dès la conception d'emballage et donc éliminer tous les éléments en métal et du coup les remplacer par des éléments notamment en plastique qui vont pouvoir soit être recyclés en mélange, soit pouvoir être séparés par densité en choisissant un plastique compatible au recyclage du corps de l'emballage. Donc aujourd'hui, sur un applicateur en métal sur un tube en plastique, l'idée ce serait de privilégier un applicateur en plastique. Encore une fois, ça va dépendre de la résine de votre tube, mais on va être sur des densités complémentaires pour quelque chose de compatible. Et pour les pompes, malheureusement, alors là c'est un petit peu plus compliqué, puisque il y a des solutions airless qui peuvent exister, qui peuvent être compatibles au recyclage. Donc c'est des solutions de pompe sans métal. Par contre, elles ne sont pas toujours compatibles avec vos contraintes métiers, puisque une solution RLS n'est pas compatible avec
du shampoing, par exemple, il me semble qu'il faut que la texture soit assez visqueuse pour fonctionner correctement. Enfin, ça, c'est vous qui pouvez, qui savez mieux que moi la viscosité de vos produits. En tout cas, voilà. Donc, malheureusement, sur la pompe, on n'a pas de solution comme ça qui forcément vous permet d'avoir la même possibilité que votre pompe. Je vous dis juste que malheureusement, c'est problématique pour le recyclage et qu'on a du mal à s'en débarrasser. Il y avait une question que j'ai vue apparaître en pop-up, j'y réponds rapidement. Quand les emballages sont mis en balle, est-ce que le ressort ou la pompe est enlevé? Pas du tout. L'emballage qui arrive, un flacon pompe qui arrive en centre de tri, en centre de tri, il n'y a personne qui va enlever la pompe. Et de manière générale, pour tous les emballages, c'est pareil. Hein. Quand vous avez des emballages avec des opercules en aluminium, et ça a été mentionné dans le guide aussi sur des pots, on voit souvent comme ça des petits pots de cosmétiques en PP avec un opercule en aluminium. Si le consommateur n'enlève pas l'opercule jusqu'au bout, eh bien, en fait, personne ne va enlever l'opercule en centre de tri. Donc, c'est l'intégralité de l'emballage opercule plus pot ou là, flacon avec pompe qui va être envoyé chez le recycleur. Et donc, on espère juste que on va réussir à enlever ces éléments-là via les processus de recyclage, mais rien n'est moins sûr. Et puis, comme je le disais, ce sera au prix d'une grosse perte de matière plastique qui ne sera pas recyclée du tout. Donc, il y a vraiment un risque de perdre beaucoup de matière et en plus de carrément avoir une matière au bout du processus qui ne soit pas viable, qui ne serve à rien et donc qui soit juste perdue en fait et qui ne pourra pas être remise dans des emballages ou des produits. Voilà pour cette problématique. Pour la problématique de densité de l'emballage, donc là on est sur la page 14 du guide, c'est encore notre fameux emballage sombre qui a une autre problématique, c'est le fait d'être un flacon en PP de densité inférieure à 1 et d'avoir un élément de fermeture avec un élastomère de densité inférieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'étape de flottaison, on va vraiment faire en sorte de séparer les différentes résines en fonction de leurs propriétés. Chaque résine a une densité et cette densité va faire que l'emballage coule ou flotte, ou en tout cas que la paillette coule ou flotte. Là, dans mon cas, mon élastomère et mon PP, ils ont des densités inférieures à 1. Du coup, ça veut dire que les deux vont flotter. Sauf que je ne veux pas de mon élastomère, moi, dans le recyclage du PP. Je veux juste du PP. Sauf que si je ne suis pas en capacité de les séparer, malheureusement, eh bien, les deux vont rester ensemble et du coup, mon flux de PP va être pollué. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, il faut privilégier un élastomère qui va être de densité contraire au flacon du PP. Donc là, il faudrait un élastomère de densité supérieure à 1, parce que comme ça permettrait d'avoir les paillettes de flacon en PP qui vont flotter et les paillettes de l'élastomère qui vont couler. C'est une problématique qu'on peut extrapoler aux autres résines plastiques. Pour les résines plastiques donc de densité inférieure à 1, comme le PP ou le PE, c'est le corps majoritaire, le matériau majoritaire du emballage, eh bien, il va falloir que je choisisse des éléments associés de densité supérieure à 1, comme ça, ils vont flotter et je vais pouvoir les séparer. À l'inverse, si je suis sur un emballage en PET, donc un emballage en PET va couler, va avoir une densité supérieure à 1, eh bien là, il faudra que je choisisse un élastomère de densité inférieure à 1, puisque c'est de cette façon, l'élastomère va flotter et du coup, on va pouvoir le séparer du PET. Donc, encore une fois, l'élément associé, dans notre exemple concret, l'élastomère, doit être de densité contraire à la résine plastique du corps de l'emballage. Comme ça, on est sûr que le matériau majoritaire est bien préservé et que le flux n'est pas pollué par des contaminants. Et enfin, si je passe à la dernière problématique, qui va être la problématique d'ajout de charges minérales dans du plastique. Alors, dans le guide, c'est à la page 13, on a fait un focus sur le PET opaque. Donc, le PET opaque, qu'est-ce que c'est? C'est un PET dans lequel on va ajouter une charge minérale opacifiante pour que l'emballage ne soit plus transparent, mais du coup qu'il soit opaque. De manière générale, c'est une problématique qui peut s'appliquer à toutes les charges minérales, voire même toutes les charges tout court et à tous les plastiques. Là, on a pris l'exemple du PET opaque parce que c'est
la plus courante, mais c'est vraiment quelque chose qui tend à se généraliser. Et d'ailleurs, je pourrais vous extrapoler ça à, par exemple, le fait de mettre des coquilles d'huîtres dans de l'emballage en plastique. Ou parfois, on me dit, c'est super, j'ai une solution, je vais faire de la poudre d'huître que je vais mettre dans mon emballage en plastique, comme ça, je vais utiliser moins de plastique. On a l'impression que le raisonnement se tient comme ça, en disant, c'est super, c'est du PET, il sera recyclable. Et le fait de mettre une charge, ça va permettre de diminuer la quantité, puis ça reste du PET, donc pas de souci. Non, lorsqu'on met une charge dans du plastique en général, on risque de dégrader la qualité de la matière recyclée. Donc, soit l'emballage est plus du tout recyclable, par exemple, si vous mettez de la coquille d'huître, c'est le cas. Sur le PET opaque, ça passe jusqu'à une certaine charge dans le flux global de PET. Donc, grosso modo, si demain, tout le monde met beaucoup de pacifiants dans le PET, là, malheureusement, on ne sera plus en capacité de recycler. Aujourd'hui, on arrive à gérer la quantité d'opacifiants dans le flux de PET global. Mais de manière générale, si vous développez un emballage en PET et si vous avez besoin de l'apacifier, vraiment limiter autant que possible la quantité d'opacifiant pour faire en sorte de ne pas fermer des débouchés et d'avoir un emballage qui continue à être recyclable. Si jamais demain, le taux d'opacifiant devenait trop élevé dans le flux de PET en général, en fait, on ne pourrait plus recycler le PET. Et du coup, l'emballage ne serait pas recyclé et tous les emballages en PET ne seraient pas recyclés non plus. Donc voilà. Et donc cette problématique, comme je disais, est valable pour le PET, mais c'est aussi valable pour n'importe quel plastique. À partir du moment où on commence à mettre une charge dans le plastique, on peut, par exemple, changer sa densité. Si vous avez un plastique qui flotte, vous lui ajoutez une charge minérale, là, il va couler. Bah, malheureusement, il sera plus recyclable à cause de l'étape de flottaison par densité dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis surtout, de toute façon, si vous ajoutez une charge minérale dans du plastique, les propriétés que vous attendez au recyclage vont plus être les mêmes parce que vous aurez ajouté quelque chose en plus dans l'emballage. Donc finalement, ce qu'on devait faire avec l'emballage, on va plus pouvoir en faire. Par exemple, sur le PET, on refait de la fibre. Et bien, quand vous avez beaucoup de charges, on ne peut plus refaire de la fibre derrière. Donc, du coup, ça ferme des débouchés, donc c'est des tonnes qui ne peuvent pas être recyclées. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ces tonnes? Ça, c'est ce sur quoi on travaille pour essayer de trouver de nouveaux débouchés. Donc, de manière générale, en tout cas, gardez bien en tête de limiter autant que possible la charge minérale que vous ajoutez dans du PET pour vraiment utiliser la juste quantité dont vous avez besoin et pas plus, sinon tout le dispositif est mis en péril. Donc, voilà pour du coup les problématiques que je souhaitais brosser avec vous ce matin. Il doit nous rester quelques minutes, une quinzaine de minutes pour les questions. Je pense que j'ai répondu à quelques-unes que j'ai vues popper pendant la présentation. On va pouvoir les reprendre maintenant. Alors, il y a eu une question de nouveau en fait, les questions portent essentiellement sur les manchons et les flacons pompes. Alors, la question à laquelle on n'a pas répondu sur les manchons, c'est effectivement, est-ce qu'il y aurait un risque de voir une interdiction des films en PET en 2022? Ce que je vais vous répondre. En fait, on est plutôt dans une démarche de trouver une solution qui va bien de manchons sur les bouteilles PET. Donc, effectivement, le manchon n'empêche pas l'identification de la bouteille PET. Donc, en fait, c'est un programme de recherche et développement que l'on a aujourd'hui qui a pour objectif d'avoir un manchon, je vais dire, 2.0, c'est-à-dire qu'avec une pré-découpe qui permet de fragiliser le manchon pour que quand il arrive fragilisé tout au long du processus, alors déjà le consommateur peut l'enlever, mais surtout dans le camion de collecte, au moment du passage sur les tapis de tri, pour que quand il arrive au niveau du tri optique, il soit déjà débarrassé que le flacon soit déjà débarrassé de son manchon. Et comme ça, il y aura une lecture facilitée et exacte de la résine du flacon. Donc l'idée n'est pas d'aller vers une interdiction, mais plutôt de trouver des solutions pour que les flacons et bouteilles slivés, manchonnés, puissent être recyclés. Ça, c'est pour la partie manchon. Pour la partie flacon pompe, il y a une question, enfin il y a deux questions en fait sur les consignes de tri. La première, c'est est-ce qu'on peut demander aux consommateurs
de séparer la pompe du flacon pour éviter le problème. Parce qu'effectivement, le flacon est dans une résine qui va bien. Le rajout de la pompe, s'il y a des éléments métalliques, aluminium ou acier, ça peut poser problème. L'idée, c'est qu'effectivement, on est dans une démarche de simplification du geste de tri. Et on a la conviction que dès qu'on demande aux consommateurs de faire un geste supplémentaire pour trier, c'est-à-dire de séparer la pompe du flacon, eh bien, on a un vrai risque de perdre le consommateur. Dès que ça devient compliqué, le consommateur trie moins. Et on sait qu'on a encore besoin qu'il trie de manière beaucoup plus fréquente et surtout de manière beaucoup plus systématique. Ceci étant, on est en train de mener là une étude pour se challenger, pour voir si effectivement dans le cadre de l'extension des consignes de tri, est-ce qu'on a des consommateurs aujourd'hui qui sont prêts, qui sont psychologiquement OK, prêts pour aller vers un geste supplémentaire au niveau du tri. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, l'étude est en cours, mais il faut vraiment avoir en tête que dans le cadre de l'extension des consignes de tri, la promesse pour le consommateur, c'est vraiment de lui simplifier le geste. Et donc, il faut faire attention si on va vers une demande de séparation des éléments, qu'on ne le perturbe pas. Ça, c'est un point super important. Ça, c'est pour la question sur les consignes de tri. Il y avait une autre question sur la consigne de tri. C'est quelle est la consigne de tri à apposer sur un flacon plastique avec une pompe qui contient un ressort métallique? Alors, ça dépend de la résine de votre flacon. En fait, si on reste dans cette idée des consignes à jeter, à recycler, ça dépend en fait du corps, de la résine du corps de votre flacon. Si vous êtes sur un corps en PET avec un élément en aluminium, votre emballage est ce qu'on appelle un emballage perturbateur du tri. C'est-à-dire l'aluminium va vraiment perturber le recyclage de la bouteille du flacon en PET. Et du coup, là, vous ne mettez aucune consigne de tri sur votre emballage. Si votre flacon c'est du PP, là effectivement vous pouvez mettre une consigne à recycler. On arrivera à gérer la partie métallique, même si, on le répète, en termes d'éco-conception, il faudrait vraiment aller vers quelque chose qui ne contienne pas du métal. Une question pour toi, Géraldine. Est-ce qu'une bille d'étanchéité en acier ou en verre peut être une solution sur un flacon en PET? Bonne question. Alors, je reprends la question en même temps. Il est possible de choisir sur certaines pompes une bille d'étanchéité en acier ou en verre. Alors, pour être complètement transparente avec vous, je ne sais pas ce qu'est une bille d'étanchéité. Donc là, j'aurais un peu de mal à répondre. Dans les triggers, souvent, dans les triggers, tu as une petite bille en verre. Là, c'est vrai qu'en termes de hiérarchie, le verre, c'est peut-être encore pire que l'alu. Hein. Donc, c'est vraiment pas une solution à pousser. Sur un flacon en PET. Ça fait partie. Le verre aussi fait partie. Ouais, et le verre fait partie des éléments perturbateurs. Après ça, je ne connais pas j'ai du mal à me visualiser l'emballage. Mais par contre, je rejoins Marie-Dominique. Pour le coup, le fait d'avoir des éléments en verre, c'est un perturbateur également du recyclage. Là, on sera un peu dans les cas qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire pas de solutions qui permettent à la fois de répondre à vos besoins et qui sont compatibles au recyclage. Malheureusement, on sera un peu dans le cas où les deux mondes ne se rejoignent pas. Ce sera bloquant pour le recyclage. Autre question, un tube rigide en PE avec une combinaison PE au VOH avec une capsule PP est-il recyclable? Aujourd'hui, on sait que le tube, c'est un cas un peu particulier parce que tout à l'heure, Géraldine vous a expliqué qu'en centre de tri, vous pouvez avoir des emballages qui ont des comportements. Le comportement d'un emballage en centre de tri est extrêmement important parce que ça permet de voir s'il va ça lui permet en fait de voir le flux dans lequel il va se diriger. Et le tube, il a un comportement qui parfois est un peu entre deux. On va dire que majoritairement, il va vers un flux rigide. Et le tube en PEVH peut être tout à fait recyclable, même avec une capsule PP, même si, je dirais, en termes d'éco-conception, si on peut aller vers une capsule PE, je sais que ça pose d'autres contraintes, c'est vraiment, je dirais, la direction à prendre. Pour répondre et pour compléter la réponse de Marie-Dominique que je partage évidemment, ce qu'il faut avoir en tête aussi, tout à l'heure, je vous parlais du PET opaque, le fait d'ajouter de l'opacifiant dans du PET que oui, aujourd'hui, c'était géré
mais que si jamais les taux venaient à augmenter, là, on serait bien embêté, on ne saurait plus trop quoi en faire. Bah, sur le PP et le PE, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Le fait d'avoir un petit peu de PP dans le PE ou vice-versa, grosso modo, on arrive à le gérer aujourd'hui. Si jamais les taux devenaient trop importants et qu'on n'arrivait plus à le séparer, là, on serait un petit peu embêté. Donc oui, aujourd'hui, si ça va chez un recycleur, c'est typiquement les emballages qui sont complètement gérés et pour lesquels il n'y aura pas de souci. Et comme le disait Marie-Dominique, idéalement, c'est vraiment essayer de tendre vers du monomatériau parce qu'avec l'extension des consignes de tri, on va avoir beaucoup d'emballages et beaucoup d'emballages de ce type. Avant, on avait des bouteilles et des flacons qui étaient en PET, en PP ou en PE. Donc, on avait un gisement qui était assez homogène, qu'on savait gérer avec des taux de PP dans le PE, vice-versa, maîtrisés. Là, avec tous les nouveaux emballages qui arrivent, donc des tubes, des pots, etc., etc., on va avoir de plus en plus d'emballages, on va dire, qui contiennent à la fois du PP, du PE, ou en tout cas qui vont soit être en double résine, soit avec des éléments d'une résine et de l'autre. Donc là, on va déjà être un petit peu plus gêné pour gérer ça, puisqu'en plus, vu que les quantités de PP et de PE augmentent, il faut leur trouver de nouveaux débouchés, il faut monter en compétence, il faut affiner les débouchés. Donc, un peu comme le PET, on va être de plus en plus regardant sur la qualité des flux entrants parce que les flux vont grandir énormément et on va avoir beaucoup d'emballages différents. Donc, bonne pratique, essayer de tendre au maximum vers le monomatériau. Oui, et puis pour augmenter la valeur ajoutée des débouchés, il faut effectivement qu'on ait des entrants les plus homogènes possibles. Une autre question sur les consignes de tri qui vont évoluer. Qu'adviendra-t-il des produits avec les consignes de tri actuelles? Y aura-t-il une date limite pour écouler les produits? Là, effectivement, les consignes de tri vont évoluer. Je pense que vous faites allusion à une des dispositions de la loi AGEC qui dit que quand on aura dépassé le seuil de 50% de la population sous extension des consignes de tri, il faudra uniformiser les consignes. C'est un travail qui est en cours. Il y aura aussi un décret qui va préciser certaines choses. Et du coup, effectivement, il faut espérer qu'il y ait vraiment une période d'écoulement des stocks. Aujourd'hui, il n'y a rien de certain parce qu'il n'y a aucun décret qui a été adopté. Mais je pense que ça fait partie des éléments qui vont être intégrés dans les décrets. Alors, prévoyez-vous toujours d'accorder un bonus pour les manches en sleeve avec une prédécoupe sur tout le sleeve? Ça, c'est un bonus effectivement qui était en vigueur jusqu'en 2019, pour les mises en marché 2019. Mais dans le tarif 2020 qui vous a été présenté, ce bonus n'est plus en vigueur. On sait que c'est une solution partielle, et ce bonus n'est plus en vigueur. Alors ensuite, je vois qu'il y a une question sur l'impact des encres et des colles sur les étiquettes en PP et en PE. Alors là, pour répondre à la question en deux mots, même si ça mériterait une réponse plus élaborée, d'autant plus qu'il va y avoir un guide sur les étiquettes, donc vous pourrez avoir tout le loisir de le consulter. L'idée, en fait, c'est qu'on ne raisonne pas uniquement sur l'étiquette, qu'elle soit en PP ou en PE. On va d'abord raisonner sur le corps de l'emballage sur lequel l'étiquette est collée. L'idée, en fait, si vous avez un emballage en PET avec une étiquette en PP, par exemple, c'est vraiment de faire en sorte que l'étiquette se décolle bien de la bouteille en PET pour séparer la partie PP de la partie PET. Et du coup, là, il faut une colle qui puisse être lavée dans les eaux du recyclage. Donc, du coup, l'impact des encres et des colles sur les étiquettes en PP et en PE, la question n'a de sens qu'au regard de la résine sur laquelle l'emballage, sur laquelle l'étiquette est collée. Et donc, du coup, on va essayer d'avoir une colle qui puisse être lavée. Ensuite, l'encre sur l'étiquette en PP et en PE, très honnêtement, on va de toute façon essayer d'éliminer ces étiquettes au moment du recyclage et de bien les séparer du corps de l'emballage. Donc, ça va être vraiment la colle qui va être importante. De manière générale, pour toutes ces questions, si vous voulez creuser un petit peu et justement regarder quelle est la règle pour un emballage dont le corps est en PET, quelle est la règle pour un emballage dont le corps est en PP, vous pouvez aller sur le guide Cotrep, où en fait pour chaque matériau d'emballage, vous avez l'étiquette à privilégier. Donc pour une étiquette un emballage en PET, pardon,
voilà l'étiquette qu'il faut privilégier, voilà la colle, voilà les encres. Ça vous donnera la réponse la plus exhaustive, vu qu'on doit aller un petit peu vite sur cette fin de session, vu que je vois qu'il est déjà 30. Il est déjà 30, il reste quelques questions. Est-ce qu'on s'accorde quelques minutes juste pour répondre aux 3 dernières questions? Oui, alors peut-être plus un focus sur les questions éco-conception plus que les questions consignes de tri, Ça qui marche. sont une autre problématique. Là, pour le Alors coup, du il y a la coup, question de Céline sur l'intégration d'une part de plastique recyclé. Est-ce que ça impacte le tri et le recyclage? alors ça impacte le tri et le recyclage? Oui et non, ça va dépendre. Si on est sur du monomatériau et qu'on n'est pas sur des pigments comment dire, qui vont empêcher la détection, non, ça n'impacte pas le tri et le recyclage. Par contre, imaginez, vous avez un emballage sombre et vous avez fait l'effort d'utiliser un colorant sombre détectable en centre de tri. Dedans, vous utilisez de la matière recyclée sombre aussi, sauf que cette matière recyclée sombre, elle, n'utilise pas un colorant détectable. Là, malheureusement, le fait d'avoir la matière recyclée qui contient du colorant sombre non détectable, oui, ça va impacter le tri de l'emballage. Par contre, si vous avez un emballage en PET et que vous intégrez du RPET dedans et qu'on est sur quelque chose de transparent à même matière, hein, du PET avec du RPET, là, il n'y a pas de souci, l'emballage pourra être recyclé sans problème. D'accord. Géraldine, il est 10h31. Oui, alors attends, juste, il y a une question sur le PE avec le VOH, Tu peux reprendre l'explication. Sur les à tubes, laquelle on j'imagine, peut. c'était la question tout à l'heure portée sur les tubes PE, VEH. Juste pour répondre simplement, oui, c'est un emballage qui est recyclable. Après, c'est juste qu'il faut faire attention à la quantité de VEH, utiliser la quantité vraiment nécessaire. Mais aujourd'hui, les tubes PE, VEH, on sait qu'on peut les intégrer dans la filière de recyclage. Après, si tu veux. Pour toutes vos questions, si vous avez d'autres questions, parce que effectivement, ce type de webinaire, à chaque fois, ça suscite beaucoup de questions et c'est bien normal. Si on ne peut pas y répondre ou si vous avez besoin une boîte mail dédiée à l'éco-conception, c'est prévention@citeo.com. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via cette boîte. On vous y répondra sans souci pour toutes les règles qu'on n'aura pas eu le temps de détailler ici. Pour les consignes de tri, pour le coup, on relaiera en interne. Voilà, cette boîte a vraiment vocation à traiter les questions éco-conception. Et juste sur les consignes de tri, pour bien avoir les choses en tête, la consigne de tri, c'est un sujet différent de la recyclabilité. La recyclabilité, et en tout cas les conseils que je vous donne aujourd'hui, ce sont vraiment des conseils pointus qui s'adressent à des gens qui développent des emballages pour tendre vers l'emballage le plus recyclable possible, qui s'intègre le mieux dans la filière, etc., etc. La consigne de tri, c'est une information simplifiée qui est à destination du consommateur. La plupart du temps, il n'y a pas de souci, les deux matchent et on est sur les mêmes données. Parfois, par mesure de simplification, il y a des petits écarts qui peuvent arriver parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail avec le consommateur. Vous avez bien constaté que ce n'était pas évident. Donc voilà, on est vraiment sur deux sujets séparés. Il est 10h33, on va donc terminer. Là, vous avez sous les yeux effectivement quelques outils mis à votre disposition, des outils qui ont été développés par Citeo, TRI, FIL, BI. La présentation vous sera transférée, vous sera diffusée pour ceux dont on a les adresses mail. Sinon, dans le chatter, vous avez carrément un lien pour la télécharger tout de suite si vous le souhaitez. On répondra aussi aux questions auxquelles on n'a pas répondu en séance d'une manière séparée après. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de votre participation. Je vais vous remettre le lien du support dès à présent pour vous faciliter la lecture et pas avoir à remonter dans le fil si ça n'a pas été fait. Hop, vous avez dû la recevoir. Bonne journée à tous en tout cas. Au revoir.